Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon midi, mesdames et messieurs. On est le 12 décembre 2017. Tommy Auger, journaliste pour Nous, TV Sept-Îles, et Jean Saint-Pierre, journaliste pour Attraction Radio, passe l'heure du midi avec vous. Salut Jean! Bonjour Tommy. Ça va bien? Oui, c'est le calme avant la tempête. Hein? Oh oui, ben il fait beau, il fait froid. Ouais, là, le calme froid. Ouais, exactement. Donc ça vous laisse le temps de sortir vos pelles et de préparer votre souffleuse avant la tempête de cette nuit, parce que ça va commencer là vers la fin de l'après-midi et le tout là va s'envenimer, on va le dire comme ça là, cette nuit pour durer pas mal toute la journée demain. Pour l'heure, on va laisser les gens du sud du Québec se démêler avec la tempête. Exact. C'est ce qui se passe présentement. Exact. Et nous, ben, on a du contenu économique, beaucoup de contenu économique, mais autre chose aussi au menu de Côte-Nord Attitude ce midi. D'abord, on va s'entretenir avec le président directeur général d'ArcelorMittal Mines Canada, le grand boss, là, le PDG, Pierre Lapointe. On fait le point, il y a quand même des projets d'expansion, puis le contexte est favorable là, actuellement pour Arcelor. On se dirige vers une année record à l'usine de bouletage de Port-Cartier. On envisage aussi d'augmenter la production en 2018, des investissements du côté de Fermont, notamment ce gros parc de résidus là, qui fait peur. Le territoire qui va être utilisé pour les résidus à Mont-Wright, c'est énorme. On en parle avec Pierre Lapointe, le PDG d'ArcelorMittal, vers midi 15 minutes sur nos ondes. On parle de tourisme tout de suite après. Bilan 2017. Un bilan qui est positif selon les gens de Tourisme Côte-Nord. Un plus haut taux d'occupation du côté des établissements hôteliers. La même chose pour les terrains de camping. Plus de visites dans Duplessis là, pour les centres d'information, les bureaux d'accueil. Plus de visites aussi du côté du site internet. On le sait, là, on joue beaucoup là-dessus, là, les médias sociaux, les nouvelles technologies pour faire venir et faire voir notre région. Entre autres, on gagne des prix avec notre dernière campagne publicitaire, là, une vidéo qui a été diffusée vraiment à grande échelle dans les derniers mois. Donc, des bonnes nouvelles du côté de Tourisme Côte-Nord. On va souhaiter que cette tendance se poursuive. Mais pour faire le tour du bilan, on parlera avec David Prévéro, qui est directeur accueil et information touristique du côté de Tourisme Côte-Nord. Et à midi 40 minutes, on reçoit une chargée de projet à l'agence AMIC, une agence autochtone responsable des pêches commerciales pour plusieurs communautés de la Côte-Nord. On a réalisé un beau projet auprès des jeunes dans les écoles primaires au cours de la dernière année. Un projet qui nous dit que les jeunes s'intéressent aux sciences de la mer. D'ailleurs, c'est Julie-Christine Martin qui est cette chargée de projet qui va venir nous en parler là, de la tournée dans les écoles des communautés Innu de la Côte-Nord, des ateliers interactifs sur le thème de la mer et le littoral. Déjà dans 7 écoles primaires, dont les 2 de Ouachat-Maliotenam sur notre territoire. On en parle avec Julie-Christine Martin. En fin d'émission, Doris Nadeau de Transit Sept-Îles sera avec nous. Le directeur de la maison d'hébergement pour itinérants à Sept-Îles réagit à la nouvelle politique de lutte contre la pauvreté annoncée par le gouvernement du Québec dimanche. Oui, toutes sortes de réactions. On parle de 2 types de pauvreté maintenant au Québec. Hein? Et on va lui parler aussi de son beau projet d'arbre de Noël. Là, ça marche très bien. Inattendu. Tout à fait. Plus d'11 000 $, je pense. En tout cas, il nous confirmera ça. En fin d'émission, Doris Nadeau de Transit Sept-Îles est avec nous. Tout de suite, les actualités locales et régionales. Actualité Pure FM. Mais d'abord, oui, le président et directeur général d'ArcelorMittal Mines Canada est avec nous ce midi, Pierre Lapointe. Il convient que le contexte est favorable au projet d'expansion de l'entreprise sur la Côte-Nord. La compagnie minière se dirige vers une production record de 10 millions de tonnes de boulettes de fer à son usine de Port-Cartier. Le PDG Pierre Lapointe constate que l'entreprise est en bonne position avec une entente à long terme avec le syndicat des métallos et des réserves de fer à Fermont jusqu'en 2045. On est en mesure de faire face pratiquement à n'importe quel cycle au niveau du prix. Donc, nous, toute addition de volume, que ce soit du concentré ou de la boulette, on n'a aucune difficulté à le vendre sur le marché étant donné la qualité de notre produit.
Le PDG Pierre Lapointe croit qu'ArcelorMittal a choisi la bonne stratégie pendant que le prix du fer se trouvait dans le plus bas. Avec lui, dans quelques instants, on parle aussi du projet d'énergie, de cogénération du côté de Port-Cartier et du projet de parc de résidus à Fermont. Petit résumé de la séance publique d'hier du côté du conseil municipal de Sept-Îles, deuxième pour le nouveau conseil. Donc, 2 conseillers municipaux qui ont profité de la dernière séance publique à l'hôtel de ville de Sept-Îles hier soir pour parler de déneigement. Denis Mius demande un rapport 2 fois par mois sur la quantité de neige au sol pour prévoir le ramassage. Il souhaite que le conseil prenne une décision éclairée au moment opportun pour l'enlèvement de la neige déposée sur les terrains. Michel Bellavance soutient que certaines intersections sont déjà moins sécuritaires en raison d'une visibilité réduite par les bancs de neige. Les élus de Sept-Îles ont aussi décidé hier d'investir 15 000 $ pour contribuer à l'installation des 2 premières bornes de recharge pour véhicules électriques, dont une rapide au centre socio-récréatif au début 2018. Par ailleurs, le maire Régent Porlier se dit satisfait du travail amorcé pour l'adoption du budget 2018. Le maire apprécie l'attitude du nouveau conseil pour relever les défis liés à la gestion de la ville. Le budget sera déposé au mois de janvier 2018. Il y a l'Institut Tchakapish qui a reçu dimanche le prix Droits et libertés 2017 dans le cadre d'un événement dédié aux peuples autochtones. Élisabeth Saint-Onge, Kathleen André et la directrice de l'organisme basé à Ouachat, Marjolaine Tchernich, ont reçu donc ce prix remis par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse lors d'une cérémonie qui se déroulait à Montréal. Le projet primé est intitulé Sous le Chapoutoine. Il propose des sessions de sensibilisation à la culture Innu dans des campements traditionnels. Plus de 110 rencontres ont eu lieu dans des chapoutoines aménagés près des écoles de la Côte-Nord et ailleurs au Québec également. La députée de Duplessis critique sévèrement le bilan du gouvernement libéral en matière de santé. Le déficit de 15 millions de dollars du Centre intégré de santé de la Côte-Nord préoccupe Lorraine Richard, qui croit que des coupures de services deviendront inévitables. À l'aube d'une année électorale, la députée se méfie des cadeaux du gouvernement. Elle s'attend à ce que les libéraux promettent une fois de plus le prolongement de la route 138 en Basse-Côte-Nord et la réfection du quai municipal de Port-Cartier. Lorraine Richard sera candidate du Parti québécois dans Duplessis pour l'élection d'octobre 2018. Elle est convaincue que le PQ reste l'option numéro 1 des gens de la Côte-Nord. C'est ça, le gouvernement libéral, c'est beaucoup de promesses qui ne tiennent pas. Vous savez, je suis au Parti québécois parce que je crois en cette idée qu'on peut devenir un pays. Le Parti québécois, je suis capable d'admettre certaines ratées, là. Le Parti libéral fait 15 ans qu'il est au pouvoir. Quand est-ce qu'ils se sont occupés de la Côte-Nord? La députée Lorraine Richard prévoit questionner le gouvernement dans les prochains mois concernant l'éducation, la santé et la Société du Plan Nord. Elle constate que toutes les décisions de la SPN sont centralisée à Québec. Elle demande aussi plus de transparence de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire concernant ses ententes avec les compagnies minières. On peut rappeler, Tommy, qu'Environnement Canada émet un avertissement d'onde de tempête. Okay, oui. C'est entre 20h et minuit ce soir. Des risques de débordement côtier sont annoncés par le département des sciences du ministère des Pêches et des Océans et le Service météorologique du Canada. De l'érosion côtière est possible dans les zones à risque. On parle du territoire de Baie-Trinité, Port-Cartier, Sept-Îles. On y prévoit des vents jusqu'à 90 km/h et l'accumulation rapide de neige en soirée. Et on termine avec un incendie qui a ravagé samedi la résidence d'une famille de 7 enfants dans la communauté de Natashquan. Le feu n'a pas fait de victimes, mais la maison est une perte totale. Alexis Bellefleur et Florence Ishpatao se trouvaient à Sept-Îles cette fin de semaine. L'organisme Carrefour Famille Mingani réalise une campagne de dons sur son site Facebook pour aider la famille de Natashquan. Courte pause et on s'entretient par la suite avec Pierre Lapointe, le PDG de ArcelorMittal à Port-Cartier. Attitude. Chaque année, le Père Noël reçoit plus d'1 million de lettres des enfants du Canada et de partout dans le monde. Il lit chaque lettre qu'il reçoit et chaque personne qui lui écrit reçoit une réponse. Comment fait-il? C'est magique. On ne le sait pas vraiment. Mais si le Père Noël a trouvé le moyen de faire voler ses rennes, c'est qu'il a plus d'un tour dans son sac.
Alors, envoyez vos lettres à cette adresse. Père Noël, Pôle Nord, Canada, HOH, OHO. Et n'oubliez pas d'indiquer l'adresse de retour pour qu'ils répondent. Pa? Quoi? Je peux-tu emprunter l'auto? Ben oui. Puis, pa... T'aurais-tu 20 piastres? Tiens, y a autre chose, là? Ben... Je suis gay. Ouais! Super! Parce que c'est pas toujours aussi facile, Gay écoute. 1-888-505-1010 ou gayécoute.org. Parler, ça fait du bien. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. J'ai l'honneur de m'entretenir avec le président directeur général de la compagnie ArcelorMittal Mines Canada. C'est bien sûr le plus gros joueur, le plus gros employeur chez nous sur la Côte-Nord avec ses installations à Port-Cartier et aussi à Fermont. Monsieur Pierre Lapointe, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Lapointe, la Côte-Nord pour ArcelorMittal Mines Canada, là, c'est important aussi, hein? C'est une grande partie de votre travail, de vos installations. Oui, effectivement. En fait, c'est plus de 2400 employés qui sont répartis entre nos 3 sites. Il y a Fermont avec nos 2 mines qu'on exploite, c'est-à-dire Mont-Wright et Far Lake. Et puis, bien sûr, notre chemin de fer qui fait la liaison entre la mine de Mont-Wright et notre port situé à Port-Cartier, de même que notre usine de bouletage également située à Port-Cartier. Et on va pouvoir se mettre à jour donc dans cette entrevue concernant plusieurs projets d'ArcelorMittal. Monsieur Lapointe, je regarde le prix du fer là, qui a quand même fait un bond le 1er décembre. On est rendu là à tout près de 70 $ encore ce matin. Le prix de la boulette de fer aussi, qui est quand même une plus-value, qui est bon aussi là. Est-ce qu'on peut dire que Arcelor vit des bonnes années présentement au Canada là? Le contexte est favorable pour que nos emplois soient là pour plusieurs années à venir encore, hein? Ben, effectivement, on semble voir là un certain regain au niveau du marché. Puis avec tous les développements qu'on a fait au cours des dernières années, ben nous ArcelorMittal, on demeure très confiants quant à l'avenir. On est en mesure de faire face pratiquement à n'importe quel cycle au niveau du prix. Donc nous, toute addition de volume, que ce soit du concentré ou de la boulette, on n'a aucune difficulté à le vendre sur le marché étant donné la qualité de notre produit. Oui, et on a une entente à long terme maintenant là avec le syndicat des métallos. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant pour construire l'avenir chez Arcelor. Par contre, moi, je trouve que vous n'êtes pas dans une industrie facile, Monsieur Lapointe. Là, dans les 3 dernières années, on a vu le prix varier de 35-40 $ la tonne US à 180 $. C'est un cycle qui est énorme dans le fer. Là, c'est pas facile de planifier chez vous. Non, effectivement, ça demeure un défi de tous les jours. Mais je crois que l'équipe puis l'ensemble de nos employés ont réussi à démontrer qu'avec une bonne stratégie, on est en mesure de poursuivre notre croissance. Il faut remarquer qu'au cours des 4 dernières années, on a augmenté notre production de plus de 50% grâce à des investissements là, de près de 1,6 milliard $. Et on continue de progresser. Nous avons pris les mesures nécessaires pour faire face aux différents cycles de prix. Et aujourd'hui, on peut constater qu'on est très bien positionné. Oui, l'avenir, c'est dans le Mont-Wright pour Arcelor, parce que, bon, les réserves de fer, à un moment donné, les gens auraient pu se demander pourquoi Arcelor n'a pas ramassé là, le site ou la mine du lac Bloom avant Champion, finalement. Est-ce que c'est parce que vos réserves de fer sont déjà très bonnes? Nous, actuellement, lorsqu'on regarde à l'intérieur de nos réserves, au rythme où nous produisons actuellement, nous sommes en mesure de maintenir les opérations jusqu'en 2045. Bien sûr, il reste encore des réserves à aller exploiter, mais pour l'instant, il n'y a pas de crainte jusqu'en 2045. L'usine de bouletage, Monsieur Lapointe, on entend parler de projets d'expansion ces jours-ci. Est-ce que le contexte serait effectivement favorable là, à augmenter la production de boulettes à Port-Cartier? Oui, le contexte est, je dirais même, très favorable pour une augmentation de boulettes. Ceci étant dit, c'est ce que l'équipe de l'usine fait
je dirais continuellement jour après jour. Il faut se rappeler que cette usine-là a une capacité nominale de production de 6 millions de tonnes et cette année, on se dirige vers une année record de plus de 10 millions de tonnes et ce grâce à l'amélioration là, que l'ensemble des employés ont fait au fil des ans. Il faut noter aussi que l'usine fête son 40e anniversaire cette année. Donc, on souhaiterait avoir un projet d'augmentation de production. Nous sommes en train d'évaluer la situation, mais il pourrait effectivement y avoir un investissement qui permettrait d'augmenter d'au moins 4 à 5 la capacité de production de l'usine. Bon, ça serait quoi? Un agrandissement ou une ligne de production de plus, quoi? Non, en fait, physiquement, il n'y aura pas d'expansion. C'est vraiment là, de l'amélioration de procédés. OK. Donnez-nous des nouvelles aussi là, du projet de biocarburant. Là, à un moment donné, bon, on parlait beaucoup du gaz naturel. On aurait aimé peut-être se débarrasser là, de l'utilisation du mazout. Est-ce que le projet de pilote de biocarburant, ça s'annonce positif? Ce qui se fait actuellement, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on étudie ça, hein? Oui, bien, on avait, avec l'aide du gouvernement du Québec, on a été en mesure de lancer un projet pilote. Le projet pilote est actuellement en cours. On a subi quelques délais au niveau du projet, mais dans l'ensemble, ça se passe bien. On envisage d'avoir les premiers résultats dans le premier quart de l'an prochain. Et par la suite, si le tout s'avère positif, bien, on va regarder à ce moment-là comment on peut intégrer cette nouvelle source d'énergie-là dans notre plan stratégique. Oui, c'est un problème, l'énergie pour Arcelor. Peut-être expliquer aux gens, là, on en a besoin à l'usine de bouletage parce que ça prend une flamme. Là. On peut pas faire du bouletage avec l'hydroélectricité, par exemple. Hein? C'est ça la réalité chez vous? Ben, effectivement, on doit s'assurer pour avoir un produit de qualité, il faut assurer la cuisson des boulettes à plus de 1300 degrés Celsius. Donc, ça nous prend un apport d'énergie assez élevé. Et l'objectif de l'utilisation d'une nouvelle source d'énergie, bien, en fait, il y a deux éléments principaux. Le premier élément, c'est de trouver des sources d'énergie alternatives au niveau du pétrole ou du bunker. Et le deuxième objectif, bien sûr, c'est d'être en mesure de réduire notre empreinte au niveau des gaz à effet de serre. Donc, on n'a pas vraiment la solution là, pour l'avenir, pour l'usine de bouletage, finalement. Hein? On est ouvert à toutes les possibilités, en espérant quoi que la technologie nous fournisse plus de possibilités bientôt. Oui, effectivement, mais on est au premier plan pour faire des essais et de tester de nouvelles sources d'énergie comme on le démontre actuellement. Dernier dossier, M. Lapointe, on entend beaucoup parler là du projet de parc de résidus dans le Nord. Il y aura éventuellement des audiences du Bureau d'audience publique en environnement du gouvernement du Québec. Là, c'est un gros projet. Hein? Quand je lis, entre autres, des articles dans Le Devoir, ça fait peur des fois quand on regarde ça, là, mais on n'a pas le choix. Hein? On a une mine, donc ça prend un parc à résidus à quelque part. On le voit, Champion le voit aussi auprès du lac Bloom. C'est comme ça que ça marche. Oui, effectivement. Et puis, effectivement, pour certains, ça peut paraître un projet très complexe. Pour nous, en fait, c'est une bonne nouvelle puisque l'agrandissement du parc à résidus, c'est synonyme avec croissance. Donc, pour assurer nos opérations jusqu'en 2045, il nous faut effectivement un nouveau parc à résidus. Et nous avons étudié plusieurs options au cours des dernières années et nous avons choisi celle qui correspondait à l'ensemble de la législation. Et la semaine prochaine, nous serons en audience publique à Fermont pour expliquer aux différents intervenants tous les éléments là, qui constituent ce grand projet. Vous avez l'impression qu'Arcelor, vous avez choisi finalement le projet le moins dommageable pour l'environnement ou le plus économique pour la compagnie? C'est clair que c'est le moins dommageable. Il faut considérer aussi qu'à l'intérieur du projet d'augmentation du parc à résidus, ArcelorMittal va réaliser également un projet de compensation qui se situe au niveau du lac Janine. Donc, nous allons revégétaliser l'ensemble du parc minier du lac Janine. C'est un projet là, qui actuellement est évalué entre 25 et 30 millions de dollars. Il y a beaucoup de gens dans la région de Sept-Îles-Port-Cartier qui perçoivent Arcelor comme étant un employeur potentiel pour l'avenir. J'aimerais ça parler, en terminant avec vous, là, des mines 4.0, les emplois de l'avenir. Je parlais avec des gens de l'Institut
l'Institut national des mines récemment. Je sais qu'Arcelor est en contact là, permanent, entre autres avec le Cégep de Sept-Îles pour la formation. Mais est-ce qu'il y a des gros changements qui s'en viennent dans la façon de travailler chez Arcelor dans l'avenir, là? Ben écoutez, on est continuellement à l'affût du développement, autant au niveau de ce qu'on appelle, nous, le mining 4.0, la digitalisation. C'est clair qu'il y a certains éléments qui risquent de changer. Ça ne veut pas dire, par contre, que ça va avoir un impact au niveau des emplois. Ce qu'on va sûrement voir, c'est un changement de profil au niveau des ressources dont on va avoir besoin pour le futur. Donc, les petites et moyennes entreprises, là, dont beaucoup sont de vos fournisseurs qui travaillent avec vous, elles aussi doivent se préoccuper des changements technologiques, finalement. Effectivement. Et au jour le jour, on travaille avec l'ensemble de nos partenaires pour effectivement être en mesure là, de toujours maintenir une position là, intéressante là, au niveau du marché. Eh bien, M. Pierre Lapointe, PDG d'ArcelorMittal Mines Canada, un gros merci d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir, merci. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Le Centre de formation professionnelle de Sept-Îles tient à aviser la population que les inscriptions pour les cours de natation, aquaforme et l'entraînement aquatique pour la session hiver 2018 se tiendra les 12 et 13 décembre à l'entrée de l'école Manicouté de 18h30 à 21h. Pour plus d'informations, contactez Madame Carianne Ouellette au 88 444 0049. Le Centre laser esthétique Annie Bélanger vient d'acquérir un nouveau laser de haute technologie unique dans la région. Vous pourrez désormais profiter de plusieurs traitements. L'épilation moins douloureuse, la fonte de gras, le resserrement de la peau, les rides et ridules, œuvrant dans l'esthétique depuis plus de 20 ans et toujours à la fine pointe de la technologie, Annie et Cathy sont la référence dans le domaine. Profitez du temps des fêtes pour vous gâter ceux que vous aimez. Faites confiance au Centre laser esthétique Annie Bélanger, l'endroit où le résultat est une priorité. 962-6707. Le Père Noël a des idées de grandeur cet hiver et vous allez pouvoir en profiter. J'ai reçu tout un mandat pour la boutique attraction. Je dois trouver quelque chose de spécial, d'unique, de gros pour le temps des fêtes. J'ai pensé à un vélo. Ben non, plus gros! Si je te dis H. Grégoire Victoriaville... T'es sûr? Aussi gros que ça? Oh là là! Le 21 décembre prochain, la boutique attraction vous réserve toute une surprise. C'est un rendez-vous sur boutiqueattraction.com. Chez Olivier Nissan, vous êtes le maître de la route durant la vente de fin d'année. Prenez le volant du Rogue 2017 à traction intégrale et profitez de rabais jusqu'à 5 500 $ ou obtenez jusqu'à 2 000 $ de rabais sur le tout nouveau et polyvalent Qashqai 2017 ou encore jusqu'à 5 000 $ sur la Sentra 2017. Sans oublier la Micra 2017 offerte à partir de seulement 39 $ par semaine en location de courte durée 24 mois. L'année tire à sa fin, la vente aussi. On vous attend chez Olivier Nissan à Sept-Îles. Il y a des matins. Allô, c'est Valérie. Tous les matins de semaine, j'ai le bonheur de commencer mes journées avec vous dès 6 heures. Actualité artistique, nouvelles locales, sujets qui vous touchent, le tout accompagné d'une dose de bonne musique et de bonne humeur. Je vous attends du lundi au vendredi de 6h à 9h. Pure FM. 94. 1. Côte-Nord. Attitude. Alors, le tourisme, avec la belle neige qui est tombée, on pense beaucoup à la motoneige, mais sur la Côte-Nord, même en période estivale et dans les autres périodes où il n'y a pas de neige, on connaît un beau succès et Tourisme Côte-Nord a émis son bilan de l'année 2017, qui est un bilan somme toute positif, et on va en parler avec Dave Prévéro, qui est directeur accueil et information touristique du côté de Tourisme Côte-Nord. Monsieur Prévéro, bonjour. Oui, bonjour. Donc, vraiment, là, on a connu quelque chose, un bilan qui était au-delà de nos attentes. Ben effectivement, on est allé sonder à quelques endroits, on a des indicateurs différents pour tirer des conclusions un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait d'année en année, c'est qu'on va aller avant d'affirmer des résultats et tout ça, on va aller regarder différents lieux d'interception. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va vérifier, entre autres, le taux d'occupation des établissements d'hébergement. Donc, à savoir, est-ce qu'il y a eu plus de gens qui sont venus héberger en Côte-Nord? L'autre truc qu'on va faire également, c'est qu'on va également regarder l'achalandage dans les différents lieux d'interception, comme entre autres nos portes d'entrée, c'est-à-dire les traversiers.
ou encore les bureaux d'information, les gens qui s'arrêtent pour s'informer, nos entreprises touristiques, et aussi on va aller vérifier l'achalandage qu'on peut avoir sur nos différentes plateformes. Entre autres, combien de gens sont venus s'informer sur notre destination, sur notre site Internet. Donc, tout ça mis ensemble va nous donner quelques indicateurs. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste des bons de 1-2%. Par exemple, pour les terrains de camping, le taux d'occupation qui affiche un bond de 8,4% depuis 2015, c'est quand même un gros bond. Là. Oui, effectivement. C'est bien évident que ça, c'est un bon indicateur. Donc, quand on va voir, entre autres, le taux d'occupation au niveau des établissements d'hébergement, on a pu voir, entre autres, qu'au courant de l'été, c'est-à-dire de mai à septembre, on a eu 4% de plus de gens dans les hôtels. Donc, quand on parle d'hôtellerie, on parle de motel, hôtel, gîtes et chalets. Et au niveau du terrain de camping, comme vous avez dit, c'est ça. Donc, ça l'a fait un très gros bond. C'est bien évidemment qu'on a eu une super de belle saison touristique. Ça a incité les gens à prendre encore plus ce mode d'hébergement-là. Et là, on parle de 8,4% d'augmentation. Et soit dit en passant, vous le savez déjà, la Côte-Nord, c'est entre nature et démesure. C'est vaste. Donc, les gens sont restés pour 6 nuitées et plus en terrain de camping. Là. Donc, ça représente 30% des visiteurs. Oui. Donc, le nombre de visiteurs augmente chaque année sur la Côte-Nord. Par contre, on en a beaucoup plus dans votre coin, entre autres à Tadoussac, qu'on en a à Sept-Îles, en Mingani. Est-ce que on est capable là, on les garde un peu plus longtemps sur la Côte-Nord, mais de les amener plus loin, là, jusqu'au bout de la route et même éventuellement en basse Côte-Nord de plus en plus? Effectivement, c'est l'objectif que nous avons à chaque année, c'est-à-dire de disperser, de faire profiter les touristes qui viennent ici de l'ensemble du territoire. D'ailleurs, justement, cette année, entre autres avec Canada 150, le 150e anniversaire du Canada, ça a emmené justement les gens à poursuivre un petit peu. On a senti une augmentation à Havre et Saint-Pierre avec la visite justement de l'archipel de Mingan. Entre autres, mettons à Sept-Îles, si je prends par exemple j'ai parlé justement tout à l'heure au musée régional de la Côte-Nord à M. Christian qui travaille là, et puis il me disait justement, lui, cet été, normalement, il fait beaucoup de succès lorsqu'on a des étés plutôt maussades où c'est pluvieux. Et là, il me disait, Dave, écoute, on a accueilli 10% de plus de gens cet été. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il y a eu du monde de plus en plus. Et l'objectif, effectivement, c'est de démontrer l'ensemble des produits qu'on a offrés. Vous savez, l'industrie du tourisme, c'est plus de 900 entreprises sur l'ensemble de la Côte-Nord qui génèrent des dépenses d'environ de 100 millions de dollars par année. Parlons du profil des visiteurs et des touristes. On parle que 68% des touristes sont des Québécois et 20% des Européens. Et pour le reste, 5% qui viennent du reste du Canada et 3% des États-Unis. Est-ce qu'on décide de mettre nos efforts vers ceux qu'on réussit le mieux à attirer, donc vers l'Europe et le Canada, ou on va tripler les efforts pour faire venir des gens des États-Unis? C'est bien évident. Un des succès que la Côte-Nord a, entre autres, c'est bien évident qu'on connaît que la provenance du tourisme des Québécois provient beaucoup des marchés de Québec, Montréal et la Montérégie. Donc, dans nos campagnes de promotion, entre autres, on a eu une belle campagne de promotion cet été. Probablement que vous avez vu la vidéo, que la Côte-Nord à perte de vue. Donc, une campagne de 200 000 $ qui s'adressait principalement au marché du Québec. Où ce qu'on fait très, très bien, puis je pense qu'on pourrait peut-être encore faire très mieux, c'est au niveau du marché européen. On accueille 20% d'Européens qui proviennent principalement du marché français, mais, soit dit en passant, les gens ne le savent pas, mais la Côte-Nord, c'est la 3e région au Québec qui accueille le plus d'Européens. Bien évidemment dû à son produit baleine, mais s'il y a 20% des Européens qui viennent, probablement qu'on serait peut-être capable d'augmenter justement ce pourcentage-là au cours des prochaines années. On parle aussi que les touristes sont âgés en moyenne de 55 à 64 ans et qui voyagent en voiture. Est-ce que le fait de travailler sur des billets d'avion plus abordables pourrait vraiment faire que le touriste moyen puisse être soit plus jeune ou rester plus longtemps? Quel impact ça aurait sur le profil du visiteur? On peut pas le savoir
encore présentement, c'est que c'est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Mais ça serait un avantage. Effectivement, c'est-à-dire que de rendre accessible la Côte-Nord, parce que c'est sûr que la Côte-Nord est accessible pour un séjour d'une semaine et plus. Donc, de travailler au niveau aérien, de développer de la forfaitisation avec Bécomo, Sept-Îles, c'est-à-dire que les gens puissent acheter un forfait. Parce qu'on l'a vu cet été avec Canada 150, on avait même des billets d'avion aller-retour, mettons Montréal, Sept-Îles, $350. Donc, on aurait peut-être la possibilité de faire des gains à ce niveau-là. Mais présentement, on a justement des équipes qui travaillent là-dessus pour pouvoir justement offrir un nouveau produit et permettre justement soit à la clientèle européenne ou encore à la clientèle québécoise là, d'accéder plus rapidement à la Côte-Nord puis de venir consommer soit Bécomo et ses alentours ou Sept-Îles et ses alentours et vice-versa. Et ça rejoint peut-être un peu le point de Jean de tout à l'heure, là, des gens qui pourraient partir directement de Québec, Montréal et s'en venir directement à Sept-Îles. Peut-être là, ça encouragerait les gens à visiter plus les régions à l'est plutôt que de s'arrêter à Bécomo et rester plus dans la Manicouagan. Rien à enlever à Manicouagan. Les gens qui choisiraient d'aller de ce côté-là, mais il y a des gens qui pourraient faire le saut directement dans Duplessis. Effectivement, tout à fait. Effectivement, ça pourrait être une avenue. Oui, tout à fait. Les efforts de Tourisme Côte-Nord ont été récompensés à plusieurs reprises dans les dernières semaines. Je vais commencer avec votre fameuse campagne de visibilité là, avec le fameux vidéo de 30 secondes qui a remporté jusqu'à maintenant 3 prix, mais dernièrement le prix, attendez un petit peu que je sors mon anglais, le prix Ascent de la catégorie Travel au Global Trend Video Awards. Donc ça, d'avoir des prix comme ça, quel impact ça a sur le tourisme directement? Ça confirme hors de tout doute que nos campagnes étaient extrêmement intéressantes, extrêmement bien montées, que le message était adéquat. C'est ce qu'on veut. On veut vraiment que ça se transforme aussi. Quand on fait des campagnes de promotion comme ça coûte quand même plusieurs milliers de dollars. Donc, ce qu'on veut, c'est que les gens retiennent notre message et les gens, que ça puisse se traduire justement par une augmentation du tourisme ici. Puis je pense qu'on le fait bien. Puis on nous a confirmé hors de tout doute que nos campagnes étaient extrêmement bonnes. On était dedans. L'essence du message a bien été compris, bien vu. Puis je pense que les gens, peu importe qu'on soit au Québec ou à l'extérieur du Québec, mais on apprécie un peu l'angle qu'on va donner à nos campagnes de promotion. On veut toujours qu'une campagne comme ça devienne virale, ait une portée le plus grand possible, et en gagnant des prix comme ça, ben c'est plus de gens qui le voient et plus de gens qui le partagent. Donc on va souhaiter que des gens de diverses industries voient ce vidéo et se dirigent vers la Côte-Nord. Également, on a appris là tout juste aujourd'hui ou hier, on a reçu un communiqué comme quoi la Côte-Nord sera région coup de cœur au festival Montréal en Lumière. Ça, là, c'est quand même 1 300 000 visiteurs qui se rendent à ce festival-là. C'est ça, puis on essaie de faire aussi des choses différentes. Hein? Donc là, on essaie de s'associer justement avec des événements. C'est des trucs vraiment qu'on ne faisait pas dans le passé. On essaie de faire des trucs originaux où ce qu'on va faire connaître nos produits du terroir, mais pas nécessairement faire connaître nos produits, mais faire aussi connaître notre région par la connaissance de nos produits. Donc là, justement, il y a des chefs de renom, comme entre autres Glenn Forbes, ou M. Jean-Sébastien Sicard et M. Martin Brisson, qui sont tous des chefs cuisiniers de restaurants qui sont sur la Côte-Nord et vont justement exporter un peu de Côte-Nord au Festival en Lumière de Montréal. Donc, ça va être bien intéressant. On va faire encore parler de nous. Ils seront là pour principalement l'événement gastronomique lors de l'animation de la Nuit Blanche. Il y aura vraiment là une saveur nord-côtière, que ce soit culturel, gastronomique, du terroir. Vraiment, on apportera notre air salin là à Montréal durant cette semaine. J'aimerais terminer, il nous reste à peine quelques secondes pour parler du fameux nouveau concept de carnet touristique. On avait l'habitude d'avoir la grosse carte avec nous, mais là, on a décidé de rendre ça plus intéressant, de rendre ça peut-être plus convivial. Donc, vous parlez du guide touristique régional? Je parle du nouvel outil là, pour la motoneige. Donc. Oui, tout à fait. Donc, justement, le carnet, c'est un nouveau carnet, effectivement, parce qu'on connaissait la Fédération québécoise des clubs de motoneige fait une super de grande carte au niveau provincial. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est que notre carnet vient compléter cette belle grande carte-là. On a créé justement différents circuits, soit en motoneige et aussi en véhicule VTT, là, qu'on appelle également le quad. Donc, c'est un outil là, qui met bien en évidence la motoneige sur l'ensemble du territoire de la Côte-Nord, puis
comment qu'on peut participer à différentes tournées, différentes activités, quel type d'entreprise également qu'on peut visiter dans différents secteurs. Donc, c'est bien intéressant. Et ça sera distribué à 25 000 copies un peu partout au Québec, Canada et aux États-Unis. Et pour nos amis européens, ben ils peuvent aller sur le site tourismecotenord.com parce qu'on le sait, c'est la motoneige, là, ça attire les gens. C'est vraiment pour la saison hivernale. C'est vraiment ce que les gens veulent venir découvrir. Monsieur Dave Prévéro, qui est directeur accueil et information touristique du côté de Tourisme Côte-Nord. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire ce grand bilan avec nous. Mais merci beaucoup, puis bonne heure de lunch à tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94.1. Olivier Nissan est à la recherche d'un apprenti mécanicien ou mécanicienne à temps plein 40 heures semaine. Formation donnée par l'employeur, qualité requise, fiable, aimer le travail bien fait et minutieux. Donc, si vous avez des aptitudes en mécanique, venez porter votre candidature au 115 Monseigneur-Blanche ou par courriel à eBourgeois@commercial-groupeolivier.com. Ils seront de retour très bientôt. Les parties du temps des fêtes. Opération Nez Rouge Sept-Îles est à la recherche de bénévoles pour Sept-Îles et Port-Cartier. Vous pouvez vous inscrire en ligne au opérationnezrouge.com dans la section bénévoles via l'application Opération Nez Rouge sur votre téléphone ou au 88 962 2322. Des formulaires sont aussi disponibles au bureau de la Fondation régionale de l'hôpital Sept-Îles. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook d'Opération Nez Rouge Sept-Îles. Ma couverture douillette, je l'ai. Mes émissions de télé préférées, je les ai. Économiser pendant que je profite de la saison de l'hibernation au max, ça aussi je l'ai avec le trio tout inclus de Cogeco. Internet Ultra Fibre 40 illimité, la téléphonie et le forfait Télémix ultime, incluant RDS, TVA Sport et Super Écran pour seulement 69 $ par mois pendant 6 mois. Obtenez aussi l'enregistreur TiVo gratuit pendant 12 mois. Des conditions s'appliquent. Il fait peut-être froid à l'extérieur, mais c'est épatant à l'intérieur. Passez à Cogeco. Passez en mode épatant. Jean-Michel Anctil sera à la salle Jean-Marc Dion le 15 et 16 décembre à 20h. Jean-Michel n'échappe pas à la quête de la perfection. Mais est-ce qu'on devient une meilleure personne en mangeant du pain bio, sans gluten et sans saveur? Et obtenir 50 likes sur Facebook parce qu'on a jogué 10 km nous rend-tu vraiment plus heureux? Une chose est sûre, si le ridicule ne tue pas, Jean-Michel est plus vivant que jamais. Présenté par Aluminerie Alouette, billetterie au 962-0100. Attitude. Alors, Jean, du côté de Amic, donc ça bouge encore, hein? Eux, ils ont toujours plein de projets. On a entendu beaucoup parler d'eux avec le saumon dans les dernières années, mais il y a beaucoup d'autres projets qui sont gérés du côté d'Amic. Arrête donc avec le saumon, c'est principalement des pêcheurs autochtones de crabes des neiges, cher ami. C'est ça qui est rentable sur la Côte-Nord, mais l'Amic, c'est beaucoup plus. Ouais. On a tout un volet scientifique et plusieurs projets qui sont réalisés au fil des ans par l'Agence des pêches autochtones Amic. Et c'est Julie Christine Martin qui est avec nous pour nous en parler, puisqu'elle est chargée de projets, d'un beau projet d'ateliers scientifiques interactifs sur le thème de la mer et le littoral qui ont été réalisés et qui se poursuivent d'ailleurs dans des écoles primaires des communautés autochtones. Julie-Christine Martin, bonjour. Bonjour. On te demandera pas de nous expliquer ou de nous prononcer exactement l'acronyme, là. Amic, Agence Amic, c'est quand même principalement des pêches autochtones. Moi, je les connais beaucoup pour leur activité de pêche comme telle avec le bateau, mais il y a beaucoup de projets scientifiques aussi qui se font à l'Amic. Oui, on a plusieurs projets de recherche, entre autres, par exemple, des suivis d'espèces ou d'écosystèmes. Puis on a aussi un volet sensibilisation où là, on a entrepris cette année le projet d'atelier scientifique La mer et le littoral. Jean, moi je vais te surprendre, c'est l'agence Mamou-Inou Kaikouset. T'es capable de prononcer ça, toi? Ben bravo! Grâce à Google! Et puis, bon, ton projet à toi, là, on a déjà visité 900 élèves dans les écoles autochtones de 6 communautés de la région. C'est interactif, c'est un beau projet. On a même eu l'idée de sonder les jeunes dans ce projet-là. Là. On le disait cette semaine, 70% des jeunes Inuits s'intéressent aux sciences de la mer. Est-ce que c'est grâce à vos ateliers? Bien, on espère. En fait, c'est qu'on a demandé aux enseignants de faire des retours en classe avec leurs élèves. Puis lors des sondages, on leur posait la question quel pourcentage d'élèves vous trouvez qui ont, dans le fond, un plus grand intérêt suite à notre atelier envers les sciences. Et puis, c'est environ 70% des répondants
c'était un intérêt accru. Oui, c'est très concret, vos ateliers. Hein? Il y en a un qui porte sur les mammifères marins, les baleines, et un autre sur les homards. Je vous imagine là arriver dans des groupes, là, des classes de première, deuxième année. Il y en a des ateliers qui est plus avec des troisième et cinquième années. Ils savent de quoi vous parlez quand même de homards et de mammifères marins là dans les communautés Innu de la Côte-Nord. Oui, c'est des espèces qui peuvent côtoyer justement dans leur vie de tous les jours. Si on veut, peut-être moins les mammifères marins, là, mais le homard, plusieurs sont déjà au courant pas mal de la vie du homard. Dans le fond, nos ateliers, c'est vraiment interactif dans le sens qu'on fait, on a des stations interactives où les jeunes peuvent se déplacer. Donc, c'est pas juste nous qui parlons devant un public. C'est vraiment les jeunes se déplacent et manipulent les objets qu'on a sur nos tables. Donc, c'est très, très interactif et puis ça vient vraiment les chercher. Puis, on garde vraiment leur attention tout le long avec ça aussi. Là. Dans vos rencontres avec les jeunes, est-ce que vous avez été surpris que parfois les jeunes en connaissent peut-être plus que vous le pensiez? Oui, en fait, une chose qui m'a vraiment surpris beaucoup, c'est par la suite, des fois, on leur demande de nous faire des dessins, puis ils sont capables de nous dessiner un homard quand même très bien anatomiquement correct, puis de mémoire, là. Puis ça m'a beaucoup surpris. Mais c'est sûr que oui, ils connaissent déjà beaucoup de choses, mais on leur a appris beaucoup de choses par rapport, par exemple, au cycle de vie, puis pourquoi c'est important de relâcher, par exemple, des femelles qui ont des œufs, parce que les œufs ne peuvent pas éclore sans la femelle. Donc, c'est ça. Si on veut préserver la ressource, il faut vraiment des détails importants. Ouais. Il y a beaucoup de sensibilisation derrière ça. Là. Vos objectifs sont écologiques finalement là auprès des jeunes. Oui, notre objectif c'est dans le fond sensibiliser les jeunes à la préservation de l'environnement. C'est pour ça aussi qu'on cible des espèces qui sont ici. Là, on parle pas on s'entend de lions en Afrique. Là, on parle vraiment d'espèces qui sont au Québec. Et puis dans le fond c'est pour les sensibiliser à la préservation de l'environnement, mais aussi dans nos ateliers on veut les initier à la science puis leur faire part un peu de différentes carrières en sciences qu'ils pourraient faire éventuellement. Je trouvais que c'est une bonne idée de compléter tout ça avec un sondage, faire parler les jeunes, leur demander un peu ce qu'ils en pensent. On a conclu que 70% ont un intérêt pour les sciences de la mer. Et qui sait, peut-être que il y a des jeunes qui vont aller étudier dans ce domaine-là, que ce sera leur métier. Ben ça serait notre but en fait, que plus de jeunes s'intéressent. Ouais. Là. Oui, j'aimerais ça en fait. En plus, on trouve que les connaissances traditionnelles autochtones, ça se marie bien avec le domaine de l'environnement. Donc, ça serait important qu'il y ait plus de jeunes autochtones qui viennent étudier les sciences puis pratiquer sur la Côte-Nord un métier relié aux sciences. En même temps, le contenu de tes ateliers, il est pas sorti de nulle part. Hein? Tu as travaillé avec des partenaires, les gens qu'on connaît bien, du réseau d'observation des mammifères marins, des gens aussi qui avaient déjà un atelier là de conçu au Nouveau-Brunswick concernant le homard. Hein? Oui, ben en fait, l'atelier de Homarus au Nouveau-Brunswick sur le homard, c'est cet atelier-là qu'on a pris pour, dans le fond, ils nous ont donné tout le matériel de leur atelier, puis nous, on l'a adapté pour faire nos ateliers ici sur la Côte-Nord. Puis en fait, c'est de eux qu'on a le format avec les 3 stations où les jeunes se déplacent. Puis en fait, le matériel qu'on avait obtenu du ROM, de Réseau d'observation de mammifères marins, ben on l'a transformé pour le mettre sous le même format que l'atelier d'Homarus. Comme ça, on a un format standard pour nos ateliers. Donc, le but derrière tout ça, c'est qu'on va vraiment chercher la jeune génération dans les écoles primaires. L'an prochain, on va l'étendre au secondaire. Là, on va adapter ces ateliers-là sur les mêmes thèmes au niveau du secondaire. Et puis, le but ultime, c'est de garder des pêches durables. Hein? Il y a des emplois pour les Inuits quand même sur les bateaux de pêche, le crabe des neiges, une ressource qui a un cycle qu'il faut respecter aussi dans les pêches. C'est vraiment les pêches durables qui est derrière ce projet-là. Là. Oui, en fait, on vise, dans le fond, un objectif plus à long terme de pêche durable. Puis aussi, c'est ça, en sensibilisant les jeunes dès un très jeune âge, je pense que ça va vraiment les amener à faire plus de réflexion, en fait, en grandissant. Puis, justement, amener une nouvelle génération qui va plus se préoccuper de l'environnement. Oui. Vous n'avez pas le goût d'exporter ça vers les écoles québécoises, venir sensibiliser aussi les non-autochtones dans les prochaines années? On a eu des demandes aussi pendant qu'on était sur la route, là, par exemple, dans les communautés plus éloignées. Par contre, c'est sûr que pour l'AMIC, le mandat, c'est vraiment de travailler avec les communautés autochtones. Donc, pour l'instant, ça reste comme ça, mais on verra pour le futur. Allez, faites des demandes. Plus qu'il y a de demandes, plus qu'il y a de chances que l'AMIC puisse aller rencontrer les jeunes des différentes communautés, que ce soit celtilienne, bécomoise ou peu importe la communauté. Oui. Et là, l'AMIC, c'est peut-être le bon endroit pour réaliser un projet comme ça, là, parce que oui, on est dans les pêches commerciales, il y a de la rentabilité là-dedans, de la création d'emplois, on a formé notre propre
propre monde sur les bateaux. Même les capitaines, maintenant, sont inuits sur les bateaux de pêche, là. L'AMIC, c'est une entreprise en soi, c'est de l'économie, mais on le fait avec un souci, là, du développement durable et de l'écologie. C'est le bon endroit pour le faire, peut-être, là. Oui, définitivement. Eh bien, longue vie à ton projet. Là, on s'en va vers le secondaire. C'est ça la prochaine étape? Oui, l'année prochaine, on veut répéter nos ateliers au primaire aussi, mais on veut adapter un de nos 2 ateliers au secondaire. Donc, comme ça, on va pouvoir ouvrir les portes pour cette clientèle-là aussi. Là, donc, toute ton année prochaine est planifiée. Nous autres, Tony, on va travailler ça pour les écoles québécoises. Exact, on va se donner un an. Dans 2 ans, on va venir nous voir dans les écoles de la commission scolaire du fer, tiens. Julie-Christine Martin, un gros merci pour ton passage à Côte-Nord Attitude ce midi. Merci à vous. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Attention, attention! À partir du 28 novembre, c'est la grande vente fin de saison de pneus d'hiver chez Service du pneu PJL, votre marchand.s. Attention, attention! Tous les pneus en inventaire Goodyear, Bridgestone et Firestone sont réduits de 50%. 50% de réduction sur les pneus Ultra Grip de Goodyear, 50% sur les pneus Blizzak de Bridgestone et 50% également sur les pneus Winter Force de Firestone en inventaire. C'est une méga vente de fin de saison de pneus d'hiver chez Service du pneu PJL, 354 Laure à Sept-Îles, votre marchand.s. Premier arrivé, premier servi. Pas de stress, il y a point S. Du lundi au vendredi à 9h40 et 15h15, Aluminerie Alouette présente En bref chez nous, une chronique consacrée aux organismes à but non lucratif. Au service de la communauté depuis plus de 25 ans, Aluminerie Alouette vous permet d'en apprendre plus sur les activités organisées par les gens de chez nous. En bref, chez nous, à 9h40 et 15h15, présenté par Aluminerie Alouette. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Jean, avec la grande guignolée des médias qui a eu lieu la semaine dernière, on a vu comment les Sétiliens étaient généreux avec un montant, le 107 000 quelques, là, presque 108 000. Quand on pense que dans la région de Québec, ils ont à peu près 230 000 pour la grande région de Québec, nous autres, juste à cette île, on a 108 000. C'est impressionnant. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est de voir que chaque initiative pour aider les gens dans la communauté connaît la plupart du temps un beau succès. Et on en a un bel exemple, on va en parler ce midi, entre autres de ça, mais d'autres sujets également. Je suis pas sûr que chaque initiative connaît un bon succès. Je pense que c'est parce que c'était une bonne idée que Doris Nadeau avait, Doris Nadeau de Transit Sept-Îles qui est avec nous. Bonjour. Et bonjour. On parle de cette idée d'arbre de Noël. Là, ça a donné une belle cérémonie dans le noir à un moment donné face à l'hôtel de ville, mais ça donne aussi un gain appréciable pour Transit Sept-Îles, hein? Ben, gardons ça, toi, tu mets juste le doigt dessus. Une cérémonie dans le noir, oui, une cérémonie dans le noir, mais dans le fond, là, ça représente tellement la situation de bien des personnes en situation de pauvreté. Cette île sont dans le noir. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait pour éliminer puis sortir ces gens-là de la noirceur ou de la torpeur? Ben, ça prend des gens qui sont gentils, bons, qui sont aussi généreux, comme vous venez de le dire, avec la grande guignolée des médias. À cette île, on est tellement généreux. Moi, ça me surprend tout le temps. Puis, il n'y a pas à dire, je suis dans le système depuis plusieurs années. Ça me surprend tout le temps. Je dis, les gens, ils ont moins de salaire à cette île. De ce temps-ci, on se cachera pas qu'il y a moins de sous, mais on dirait que les gens, ils en ont un peu, puis ils partagent tout. Puis on prend soin de notre monde. Honnêtement, là, cette île, c'est comme un gros village où on prend soin de nos voisins, nos voisines, puis on prend soin de nous autres aussi. Ouais. On a tellement de beaux exemples. On en a dans le temps des fêtes, là. Demain, on va essayer de rejoindre les gens qui organisent ce souper pour les personnes seules, hein. C'est un petit geste, ça, mais on prend soin de que notre monde soit pas tout seul aussi à Noël. Là, l'arbre de Noël, ça a 2 effets aussi, hein. Je pense que ça fait de la sensibilisation pour dire la pauvreté, ça existe chez nous. Faut y penser. Ben, chaque lumière de Noël qu'on a vendue avec notre activité de Moi pour toi, ben, on s'est dit, ben, ça va mettre de la lumière, mais en plus, ben, vous avez vu l'arbre de Noël devant l'hôtel de ville, on l'a illuminé, puis ça a donné comme un wow tout d'un coup, puis on continue de vendre, nous autres, des lumières jusqu'à Noël, jusqu'au 24 décembre. Puis là, on se surprend tout le temps. Ouais, non, ça va finir, le monde va cesser. Mais non, partout où qu'on est, les gens n'achètent, il y en a encore qui n'ont pas entendu parler.
Ça, on leur réserve ça pour l'an prochain. Inquiétez-vous pas, on va revenir l'an prochain. Ça m'amène un peu à réfléchir aussi sur les besoins du transit et sur la nouvelle politique de la pauvreté qui a été lancée en fin de semaine là par M. Couillard, M. Blais, le ministre responsable. Il y a eu beaucoup de réactions là dès l'annonce dimanche de tout ça. Toi, qu'est-ce que t'en penses? On est-tu en train de catégoriser les pauvres, d'en créer 2 catégories? Ben, avec le titre qu'ils ont donné au plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et participation sociale, ça me fait croire que, oui, on veut que le gouvernement ait peut-être une bonne idée derrière de faire participer les gens à l'économie puis faire travailler les gens. Il y a des mesures dans ce plan d'action-là. Je l'ai lu en diagonale, honnêtement, là, il est épais. Ouais, c'est un bon document. Mais il y a beaucoup d'interprétations. Il y a beaucoup de choses aussi que, par exemple, pour le logement social, il y avait des choses, des gens qui attendaient des sous. Là, on les a, les sous pour les logements sociaux. Pas pour cette île, mais pour ailleurs. Et des nouveaux sous dans le logement social, j'en ai pas vu tant que ça. Mais par contre, des nouveaux sous pour aider les gens qui ont des contrats sévères à l'emploi, qui sont sous l'aide sociale, oui, avec un revenu minimum qui est plus garanti. La seule chose que je trouve déplorable, puis je l'ai dit en ondes sur notre radio, vous savez, avec le 628 $, quelqu'un qui est sur l'aide sociale, qui est apte à travailler à cette île, c'est plus facile d'être pauvre à Québec et Montréal parce que les coûts de la vie sont moindres. C'est le même montant qu'ils reçoivent à cette île. Donc, si ton logement te coûte plus cher à cette île, ta nourriture puis ton déplacement te coûte plus cher à cette île, t'es un petit peu plus pauvre. Déjà là, c'est déjà pas riche tellement, 628, quand on pense qu'un logement décent et abordable à cette île, ça fait autour de 600 $ par mois. Il en reste pas beaucoup pour se nourrir. Une chance que le comptoir alimentaire est là, puis que nous autres, on aide aussi à ces gens-là. Mais il reste que, oui, c'est un très, très bon pas vers des bonnes mesures. 2023, c'est loin, mais si graduellement on y arrive, puis aussi, il faut pas se cacher, les élections s'en viennent. Ouais, c'est ça. Mais déjà là, il aurait pu ne rien mettre, puis mettre ça ailleurs. Là, ils l'ont fait. Ouais. Puis moi, je pense que c'est un très bon pas vers l'aide à ces gens qui sont les plus démunis. Ouais, en même temps, il y a des gens qui peuvent être entre les deux, hein, aptes ou ne pas aptes au travail à un moment donné, to be or not to be, là, c'est du cas par cas, hein. C'est le rôle de qui? Est-ce que c'est le rôle de l'État d'accompagner les personnes vers l'emploi? Est-ce que vous en faites chez vous, là, la mission de transit cette île, c'est pas juste de l'hébergement, c'est que ces gens-là qui sont sans logement, c'est des amener vers l'autonomie? Ben, c'est les deux, parce que dans le fond, ça nous appartient comme communauté à accompagner les gens qui nous entourent. Mais c'est aussi l'État, c'est nous aussi, hein. C'est des sous qu'on a donnés, qu'on donne sur nos payes à tous les jours, à toutes les semaines, quand tu reçois ta paye. Il y a un certain montant que je pense que tu as dû le voir qui t'enlève, là, qu'on envoie au gouvernement. Des impôts, hein. Des impôts. Puis en plus, quand j'achète quelque chose d'un magasin, ils appellent ça des taxes, ils en prennent encore. Mais moi, quand je vois des sous qui sont redonnés comme ça, c'est comme un retour. Mais le retour vient pas tout le temps, ça revient aux gens qui sont plus démunis. Tantôt, c'est quelqu'un d'autre. Tantôt, c'est des plus riches qui en reçoivent. Mais là, ce montant-là qu'ils ont annoncé, ils veulent sortir 100 000 personnes de la pauvreté d'ici 2023. Je crois qu'on peut y arriver si collectivement, on se met l'épaule à la roue tout le monde. En faisant des activités de financement, que les organismes communautaires aient les sous et les moyens de pouvoir aider ces gens-là. Parce que, oui, on les accompagne. Notre but, nous autres, c'est pas d'emplir le transit, c'est de le vider. Dans le fond, on veut accompagner ces gens-là vers de l'emploi ou vers une façon de vivre décemment si tu as une contrainte sévère à l'emploi. Donc, on va les accompagner, mais on doit être accompagnés nous autres mêmes. Il faut se faire accompagner du gouvernement ou d'autres organismes communautaires pour nous aider. Ouais, puis les laisser pour compte dans cette nouvelle politique-là, il risque d'en avoir en région, si je comprends bien, là. Il va toujours en avoir. Dans une grande famille, on était très chez nous, puis des laissés pour compte, il y en avait un ou deux dans la famille de temps en temps. De temps en temps, c'est le tour de l'autre. Puis oui, c'est une famille. Mais oui, en région, tu as raison, puis je le répète, ça fait des années. En région, on devrait moduler l'aide selon les régions, selon le coût de la vie. Ben, en attendant, il y a des personnes précieuses qui s'impliquent, qui font beaucoup plus que leur travail aussi. Notamment, c'est le cas de Doris Nadeau à Transit cette île. On va s'occuper qu'il n'y en ait pas là de gens dans la rue pendant la période des fêtes, qu'il y ait même un réveillon pour les gens qui sont au transit. C'est ce qu'on va faire dans les prochains jours. Carrément, on prépare le réveillon. Il y a eu un souper de Noël, mais pour moi, c'est pas suffisant. Les trésors non réclamés qu'on va devoir, c'est vraiment devoir, héberger dans la période des fêtes. Pour moi, c'était archi important. Chaque personne est importante. Même s'il en resterait juste une personne, c'est un trésor non réclamé. On va faire certain
que ces gens-là soient bien entourés, bien au chaud et bien accompagnés dans la période des fêtes. Et on le rappelle, là, les lumières qu'on peut allumer dans l'arbre sont disponibles jusqu'à Noël. À quel endroit on peut se les procurer? Toujours au Transit Sept-Îles, puis si vous me rencontrez, j'en ai collé sur le cœur tout le temps. Et puis il y a chez Jean Coutu que vous pouvez en récupérer aussi. Puis on va avoir le comptoir de vente là chez IGA toute la fin de semaine. Un petit 5$ qui peut mettre de la lumière dans les yeux de certaines personnes qui en ont besoin. Puis il reste de la place dans l'arbre, on va en faire en tout cas. Ben s'il n'y a pas de place dans l'arbre, on fera une autre arbre. C'est ça, hein? On va en trouver de la place. Doris Nadeau, directeur de Transit Sept-Îles, merci beaucoup et de joyeuses fêtes. Ben, merci, je souhaite de joyeuses fêtes à vos auditeurs et à vous autres même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors Jean, c'est ce qui complète l'émission. J'aimerais dire aux gens là, que pour ma dernière émission de Connecter Sept-Îles et Port-Cartier, demain 18h30, regardez ça, tu sais la fameuse maison sur la rue Holiday, on a vu ça sur Facebook, là, synchronisation son et lumière, c'est vraiment impressionnant. Moi j'ai été voir comment ce jeune homme a réussi pour faire ça. Il nous montre vraiment là, tout le processus pour créer ça. Ah, à voir. Bonne fin de journée tout le monde! Et on revient à Côte-Nord Attitude entre midi et 13h.